On disait que dans une auberge à la périphérie de Varsovie, on pouvait entendre des choses pour lesquelles on priait pour le pardon dans les maisons respectables. La chaleur, la fumée, les chopes avec des restes de bière, l'odeur de la cire de bougie et du savon bon marché. À table, 4 hommes riaient quand l'un d'eux a montré un paquet de papier blanc. Il disait qu'il était fier que sa fille ait préservé son honneur et posait sur la table un petit seau de cire, décollé de manière irrégulière, avec une tache de sang séchée. Personne ne s'en étonna. Tout le monde savait que l'on pouvait désormais acheter de tels paquets. L'ère de l'électricité et des machines n'avait pas fait disparaître la peur du déshonneur. Bonjour à tous ceux qui écoutent cette histoire. Je m'appelle. Et aujourd'hui, je voudrais que vous regardiez jusqu'à la fin. Écrivez-moi de quelle ville vous venez et comment on parle chez vous de l'honneur et de la décence. Car ce que nous appelons la vertu est devenu, à la fin du 19e siècle, un objet de commerce. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. À la fin du 19e siècle, les villes européennes étaient imprégnées d'une morale ambiguë. Certains prônaient la chasteté, d'autres en tiraient profit. Dans les journaux de l'époque, on pouvait lire des annonces pour des remèdes féminins, des bandages modestes et des rétablisseurs de réputation. Derrière ces euphémismes se cachaient des ateliers artisanaux où l'on fabriquait des films artificiels, de fines membranes en intestin d'agneau ou en gélatine, teintes dans une couleur rougeâtre. Ils étaient vendus sous le couvert d'innovation chirurgicale, mais étaient destinés à autre chose, imiter l'innocence. Une telle couronne coûtait plus cher qu'un châle en soie et était vendue sous le comptoir des pharmacies, à côté des remèdes contre les faiblesses féminines. L'histoire a commencé par un article dans un journal du soir, écrit par un journaliste qui s'occupait autrefois des bulletins sanitaires de la ville. Il s'appelait Vladislav. Son nom de famille n'est que partiellement conservé dans les archives. Il a surpris une conversation dans une taverne où l'on discutait d'une commande étrange provenant d'un atelier de la rue Saint-Jean. Intrigué, il suivit le coursier et découvrit une petite boutique avec une enseigne, accessoires chirurgicaux et appareils cosmétiques. Dans la vitrine, il y avait des flacons d'antiseptiques, des cathéters, des bandages. Et derrière la cloison, une table sur laquelle étaient posés des morceaux de tissu blanc ressemblant à des pétales. La propriétaire de la boutique affirmait qu'il s'agissait de importation de Paris, mais les documents accompagnant la marchandise étaient imprimés sur du papier bon marché et comportaient des fautes d'orthographe. Plus tard, il s'est avéré qu'une véritable usine clandestine opérait sous le couvert d'un commerce médical. Un artisan du nom d'Anton, ancien fourreur, avait appris à fabriquer des couronnes, après avoir lu des magazines français décrivant les méthodes de reconstruction tissulaire. Il mélangeait de la gélatine avec de la colle de poisson, séchait les moules sur des blocs de plâtre et ajoutait une goutte de sang de porc au centre pour que l'imitation ait l'air naturel. La vente
se faisait par l'intermédiaire de sages-femmes, de pharmaciens et d'intermédiaires dans les écoles pour femmes. La demande était constante. Chaque famille qui craignait un échec du mariage pouvait acheter sa tranquillité d'esprit. Le marché des fausses preuves existait dans l'ombre des institutions plus officielles. Les consistoires ecclésiastiques exigeaient des preuves informelles de virginité, mais la pression sociale leur donnait toute leur importance. Les preuves de pureté figuraient dans les contrats de mariage, en particulier parmi les familles de marchands et de fonctionnaires. La perte de sa bonne réputation pouvait entraîner l'annulation de la dot ou le refus du mariage religieux. C'est sur cette crainte que reposait toute l'activité. Les revues médicales de l'époque discutaient des crises d'hystérie après le contrôle de la chasteté, mais aucun médecin ne remettait en question la procédure de contrôle elle-même. Le journaliste a commencé à recueillir des informations. Il se rendait dans les boutiques, prenait des notes sur les prix, discutait avec les pharmaciens qui vendaient les produits à des connaissances. Ces brouillons mentionnent des prix allant de 3 à 10 roubles par produit, selon le matériau. Les ouvrières employées dans les ateliers gagnaient quelques kopecks et souffraient souvent d'une exposition constante aux produits chimiques. L'une d'entre elles a perdu la vue à cause des vapeurs d'acide acétique. Mais derrière les portes des boutiques, on ne parlait pas de morale. C'était simplement du travail. La fabrication de pièces pour une nouvelle cérémonie de mariage. Le tournant s'est produit lorsqu'un journaliste a découvert des registres de commandes passées non pas par des élèves pauvres, mais par des familles aisées. Parmi les acheteurs figuraient des fonctionnaires, des juges et même des directeurs de pensionnats. Tout s'expliquait par la prudence avant le mariage. La famille ne voulait pas risquer sa réputation si la jeune mariée tombait de cheval ou subissait une intervention médicale. Pour se justifier, on disait qu'il valait mieux prévenir que guérir. En réalité, ces personnes participaient à la création d'un marché où l'honneur se mesurait en argent. Lorsque l'article a été publié, le journal a été rapidement retiré des kiosques. Vladislav a été convoqué au commissariat, où on lui a fait comprendre que toute nouvelle publication serait considérée comme de la diffamation envers les maisons pieuses. L'atelier a été fermé, mais 1 mois plus tard, il a rouvert sous un autre nom. La société a préféré considérer que le scandale était inventé. Les prédicateurs religieux l'ont qualifié d'imagination malsaine du journaliste. Seuls les étudiants en médecine qui étudiaient l'anatomie ont commencé à discuter de la facilité avec laquelle la croyance en un signe biologique peut devenir une source d'humiliation. Cependant, les rumeurs continuaient de circuler. Des boutiques de réputation similaires apparurent dans différentes villes. À Budapest, Prague, Saint-Pétersbourg et même Riga, on vendait des kits pour femmes, accompagnés d'instructions, réchauffés dans les paumes et appliqués avant la nuit de noces. La police ne les fermait qu'après des scandales,
mais sans accusation officielle. Officiellement, il s'agissait de la vente d'accessoires médicaux. Au début du 20e siècle, on trouvait encore dans les greniers des anciennes pharmacies des boîtes contenant ces produits desséchés, jaunis, avec des inscriptions en 3 langues. Le journaliste a laissé derrière lui un journal dans lequel il écrivait que le véritable horreur ne résidait pas dans les produits eux-mêmes, mais dans le silence qui les entourait. Aucune femme ne pouvait avouer ouvertement qu'elle avait été contrainte d'acheter un mensonge pour sauver sa famille. Le système imposait le silence tant à ceux qui vendaient qu'à ceux qui achetaient. Les documents judiciaires de l'époque mentionnent des jeunes filles rétablies, sans toutefois préciser ce que cela signifiait exactement. Derrière le mot « rétabli » se cachait toute une industrie. C'est ainsi que le mythe de l'honneur naturel est devenu une marchandise, et les documents de mariage, un instrument juridique de contrôle du corps. Personne ne voulait voir la contradiction. La société, qui exigeait des preuves de vertu, avait elle-même créé un marché d'imitation. Et si quelqu'un essayait d'en parler, il était accusé d'impudence. Vladislav est mort peu après le scandale, vraisemblablement de la tuberculose. Le journal où il travaillait a changé de propriétaire et a cessé de publier des enquêtes sociales. Mais les archives de la police ont conservé les reçus des ateliers, les montants, les signatures et même les cachets des anciens de la paroisse. Ces documents ne laissaient aucun doute. Derrière la façade de la moralité se cachait une économie de la peur. L'enquête lancée par Vladislav ne s'est pas terminée avec sa mort. Quelques années plus tard, alors que ces papiers étaient triés dans les archives de l'université, un étudiant en médecine est tombé sur une pile de reçus et de relevés portant tous la même signature, Anton G. Les informations le concernant correspondaient aux descriptions du maître de Varsovie. Des recherches plus approfondies ont montré qu'il existait plusieurs maîtres de ce type qui utilisaient toutes les mêmes recettes et les mêmes sources de matières premières. Les principaux fournisseurs étaient les tanneries et les boucheries. Les membranes ovines les plus fines servaient à la fabrication de revêtements médicaux. Officiellement, pour des filtres de laboratoire, officieusement, pour des imitations. Les registres d'entrepôts ont été conservés, et à côté des noms des bouchers figuraient les initiales des clients des pharmacies et des pensions privées pour jeunes filles. La chaîne d'approvisionnement ressemblait à un modèle d'inventivité capitaliste. L'Église condamnait la dépravation des mœurs, mais les hôpitaux monastiques achetaient les mêmes matières premières à des fins pédagogiques. Dans certaines pensions catholiques, les directrices entretenaient des accords secrets avec les pharmaciens afin de sauver le destin de certaines personnes. La notion de miséricorde s'est progressivement transformée en un système d'intermédiation. On pouvait persuader une femme de corriger son erreur, non par compassion, mais par crainte de la honte publique.
À la chaire papale, on discutait de traités sur les signes naturels de la chasteté, mais aucun ne mentionnait que la plupart des expertises étaient effectuées par des personnes sans formation médicale. Au milieu de la deuxième décennie du 19e siècle, les universités proposaient des cours entiers sur les signes physiologiques de l'innocence, accompagnés de démonstrations d'échantillons anatomiques. Ces cours étaient financés par les fonds de l'Église. Les journalistes qui ont tenté de suivre les traces de Vladislav se sont heurtés au silence. La police considérait le sujet comme indécent, les tribunaux comme irrecevables, les médecins comme gênants. Un journal allemand a publié une brève note sur les preuves artificielles de vertu diffusées par les sages-femmes. Une semaine plus tard, le rédacteur en chef était licencié. Dans la correspondance privée des inspecteurs sanitaires, on trouve des rapports sur des marchandises à usage inconnu stockées dans les caves des pharmacies. Aucun n'a été porté devant les tribunaux. L'activité était trop lucrative. Pour chaque réputation rétablie, l'intermédiaire recevait un pourcentage. Entre-temps, la mode des innovations médicales s'était répandue dans les villes. Au début du 20e siècle, les termes film hygiénique, correcteur féminin et enveloppe protectrice sont apparus dans les brochures publicitaires. Sur les couvertures figuraient des images d'anges et des citations de moralistes. À l'intérieur, on trouvait les adresses des mêmes ateliers, mais avec des noms actualisés. Le secret de fabrication était gardé comme un secret commercial. Les mélanges de gélatine, d'amidon et de pigments sanguins étaient décrits comme la toute dernière formule française. Certains échantillons étaient effectivement importés de l'étranger. À Lyon et à Marseille, il existait des usines qui fabriquaient des produits similaires sous le contrôle de commissions médicales, sous le couvert d'associations caritatives. Les emballages portaient la mention « pour effets théâtraux », une faille juridique qui permettait d'éviter les poursuites pénales. Les médecins impliqués dans ce marché se justifiaient par leurs bonnes intentions. Ils affirmaient aider les femmes à éviter le suicide et la violence. Mais derrière la rhétorique du « salut » se cachait le profit. Les certificats médicaux attestant de la restauration de l'intégrité des tissus coûtaient plus cher que le produit lui-même. Les signatures des médecins étaient utilisées pour légaliser les mariages et les hôpitaux recevaient des dons de la part des familles reconnaissantes. Dans l'une des archives, une lettre de la directrice d'un orphelinat a été conservée, dans laquelle elle demandait aux pharmaciens de garder plusieurs kits en réserve pour les cas d'urgence. Le ton de la lettre était professionnel, sans aucune trace de remords. Le système était également soutenu par la bureaucratie. Les autorités municipales chargées de l'enregistrement des mariages exigeaient des certificats vierges et les notaires incluaient une clause de vertu dans les contrats de mariage. Pour les femmes de la classe moyenne, cela devenait un rituel obligatoire. Le moindre soupçon pouvait rompre les fiançailles
et sans mariage, elles perdaient leur droit à l'héritage. La peur morale devenait ainsi un levier financier. Les hommes qui contrôlaient ces documents tiraient un avantage direct du maintien de l'illusion. Plus la preuve exigée était stricte, plus son substitut était vendu cher. Lorsque de rares aveux anonymes ont commencé à apparaître dans la presse, la société a réagi avec irritation. On qualifiait de pervers ceux qui doutaient du caractère naturel des signes de vertu. Les psychiatres proposaient d'expliquer ces doutes par l'hystérie féminine. Les médecins légistes rédigeaient des traités dans lesquels ils affirmaient très sérieusement que, chez les femmes des peuples orientaux, les signes se conservent mieux que chez les Européennes. Ces textes étaient cités dans les sermons, créant ainsi l'illusion d'une approche scientifique. Mais les documents réels montraient autre chose. De nombreuses erreurs médicales, des destins brisés, des aveux obtenus sous la torture, sous prétexte de vérification. Le mythe et la réalité divergeaient de plus en plus. Sur le papier, il existait une vertu pure, symbole idéal de la morale. Dans la réalité, il s'agissait d'une industrie d'imitation soutenue par les juges, les prêtres et les commerçants. Lorsqu'un des ateliers a brûlé, plus de 500 ébauches ont été retrouvées dans les cendres. Aucune enquête n'a été menée. L'incendie a été attribué à une manipulation imprudente de substances inflammables. 3 mois plus tard, une nouvelle boutique a ouvert dans la rue voisine et les marchandises ont continué à être livrées à leurs clients. Au début du nouveau siècle, tout le système avait atteint son apogée. Les statuts de l'Église exigeaient toujours une pureté symbolique, et des usines, produisant des dizaines d'articles par jour, apparurent à la périphérie des grandes villes. Ceux-ci étaient distribués par catalogue, avec des corsets et des bandages médicaux. Chaque produit avait un numéro de série, un emballage et un cachet de contrôle sanitaire. Personne ne parlait plus de péché, mais de qualité. L'éthique médicale et les intérêts commerciaux se sont unis dans une étrange alliance. La morale a été mise sur un tapis roulant. Peu de gens comprenaient qu'avec cela, un nouveau type de violence était apparu. La violence sociale. Une femme qui refusait de participer à ce rituel risquait de devenir une paria. Les archives judiciaires ont conservé des cas où des fiancés ont rompu leur contrat en invoquant une déficience médicale. Les juges ont reconnu la légitimité de ces revendications. Même ceux qui comprenaient l'absurdité de la situation n'osaient pas s'y opposer. La peur du déshonneur était plus forte que la compassion. Mais certains ont tout de même commencé à s'exprimer. Des brochures anonymes sur la fausse vertu ont commencé à apparaître dans les villes. Leurs auteurs s'appuyaient sur des faits concrets, des objets confisqués, des rapports médicaux, des témoignages de sages-femmes. Ces textes étaient diffusés clandestinement,
car les autorités y voyaient une menace pour l'ordre public. Pour la première fois, ils exprimaient l'idée suivante. Si l'honneur peut s'acheter, alors ce n'est plus de l'honneur, mais une marchandise qui détruit la foi en la morale. C'est alors que les premières tentatives de réforme de la législation ont vu le jour. Les organisations féminines exigeaient l'abolition des contrôles et la protection de la vie privée. Les médecins humanistes proposaient de considérer ces examens comme illégaux. Mais la résistance était énorme. L'Église craignait de perdre son instrument de contrôle sur les unions matrimoniales, les fonctionnaires, leurs sources d'influence administrative. Les journaux écrivaient que les nouvelles idées sapent les fondements de la société. La rhétorique morale servait à nouveau de couverture à la peur et au profit. Au début du nouveau siècle, la méfiance du public s'est accumulée comme de la moisissure sous un cadre doré. Les réformateurs, qui étaient encore récemment considérés comme marginaux, ont commencé à publier des documents judiciaires. L'un des premiers cas retentissants a été le procès à Cracovie, où la veuve d'un pharmacien a intenté une action en justice contre un marchand qui l'accusait de vendre des produits indécents. Lors de l'audience, il est apparu que le marchand lui-même lui achetait des enveloppes hygiéniques pour les revendre dans des pensions. Le tribunal n'a pas pu rendre de verdict sans équivoque. Le produit n'était classé ni comme médical, ni comme immoral. Dans les procès-verbaux des audiences conservés dans les archives, on trouve les mots « objet imitant les signes de l'intégrité physique ». Le juge a exigé que la sténographie soit retirée des journaux, mais des copies avaient déjà été distribuées aux étudiants. Ces documents ont joué un rôle de catalyseur. Dans les universités, on a commencé à discuter non seulement des aspects médicaux, mais aussi des aspects sociaux du problème. Les jeunes médecins affirmaient que l'idée même de preuve de vertu était contraire à la science. L'un d'entre eux, professeur de physiologie à Lviv, a publié un ouvrage dans lequel il affirmait que la nature ne signe pas de documents. Le traité a provoqué un scandale. Son auteur a été démis de ses fonctions, mais la thèse avait déjà fait son chemin. Dans les débats sur la moralité, la question économique revenait de plus en plus souvent. Combien coûte la peur? Qui la produit et qui l'achète? Les journaux ont tout de même commencé à écrire prudemment sur le marché des preuves. Surtout après qu'un incendie s'est déclaré à Vienne dans un entrepôt de produits sanitaires, où des caisses portant la mention « confidentiel » ont été trouvées. Les journalistes ont tenté de découvrir à qui appartenait l'entrepôt, mais les propriétaires avaient disparu. L'enquête a établi que la société était enregistrée au nom d'un entrepreneur fictif décédé 10 ans auparavant. Les livres de comptes indiquaient des livraisons à Budapest, Prague, Saint-Pétersbourg et Berlin. L'un des livres mentionnait même des institutions monastiques comme destinataires de modèles éducatifs.
À chaque révélation, le mythe de l'honneur naturel devenait de moins en moins crédible. Mais plus la croyance en ce signe naturel s'effondrait, plus les autorités défendaient avec acharnement l'ordre ancien. Des articles intitulés La morale en danger et Les ennemis de la vertu féminine paraissaient dans les journaux. Ils décrivaient des images effrayantes de dépravation des mœurs, mais ne mentionnaient pas le fait que ces mœurs elles-mêmes étaient devenues une industrie. Le paradoxe résidait dans le fait que les usines d'imitation existaient grâce aux mêmes personnes qui les condamnaient publiquement. Les prédicateurs eux-mêmes commandaient parfois des articles pour leurs proches afin d'éviter la tentation de la calomnie. Les communautés médicales ont commencé à se diviser en deux camps. Les uns estimaient nécessaire de maintenir la tradition du contrôle de la chasteté comme étant utile à la société. Les autres la qualifiaient de vestige de la superstition. Cette contradiction divisait le milieu universitaire. Dans les procès-verbaux des réunions des sociétés médicales du début du XXe siècle, on peut lire des débats où l'on discutait moins d'anatomie que de la politique de la peur. Les arguments « pour » étaient accompagnés de références à la loi, les arguments « contre » de références au traumatisme psychologique et aux statistiques sur les suicides. Les chiffres bruts étaient effrayants. En une décennie, les rapports des cliniques de Varsovie et de Vienne ont enregistré plus d'1 millier de cas de réactions hystériques chez les jeunes femmes après les rites de confirmation. De plus en plus souvent, l'expression « absence de preuves irréfutables » apparaissait dans les affaires de divorce. Cette tournure est devenue un cauchemar juridique. Si des preuves peuvent être exigées, elles peuvent aussi être falsifiées. C'est alors que les journalistes se sont à nouveau intéressés au cas de Vladislav, y voyant non pas une curiosité, mais un mécanisme du pouvoir. Leurs articles sont devenus moins sensationnels, mais plus froids. Ils ne contenaient plus de pathos accusateur, mais seulement des listes, usines, fournisseurs, fonctionnaires, fonds secrets, registres de paiement. La peur a perdu son aura mystique et est devenue une question de comptabilité. Lorsque les premiers tribunaux ont commencé à examiner les affaires de fraude liées aux produits d'hygiène, il est apparu que la contrefaçon des couronnes n'était que la partie émergée de l'iceberg. Derrière elle se cachait toute une infrastructure de faux certificats médicaux, d'examens fictifs et de recommandations. Les scribes des consistoires recevaient de l'argent pour inscrire les mentions nécessaires dans les registres de mariage. L'une de ces inscriptions, conservée dans les archives de Poznan, indique clairement « Certificat de bonne moralité joint ». Les chercheurs du XXe siècle ont trouvé sous cette mention le cachet d'un médecin décédé 2 ans plus tôt. C'est à cette époque
que les premières campagnes publiques pour l'abolition des contrôles ont commencé. Elles étaient menées par des associations féminines et des cercles sociaux démocrates. Ils exigeaient que le droit des femmes à l'intimité physique soit reconnu et que ces examens soient considérés comme une atteinte à la dignité. Les opposants clamaient que cela détruirait l'institution du mariage. Les débats se sont transformés en manifestations de rue. Les rapports de police ont fait état d'un rassemblement massif de femmes brandissant des pancartes contre la honte. Même ces documents laissent transparaître la froideur de l'indifférence officielle. Description des manifestantes, nombre de personnes arrêtées, pas un mot sur la nature de la protestation. Pendant ce temps, les cliniques privées continuaient à produire et à vendre des kits de réputation. Officiellement, ils étaient répertoriés comme échantillons médicaux. Les journaux n'en parlaient pas, mais les catalogues postaux les répertoriaient sous la rubrique « Cosmétiques et hygiène personnelle » avec les mêmes codes. Le prix avait triplé, mais la demande ne baissait pas. Le paradoxe d'une société condamnant la décadence des mœurs résidait dans le fait que chacun de ses membres soutenait personnellement la production de contrefaçons. Et plus le niveau d'éducation était élevé, plus les excuses étaient sophistiquées. On ne parlait plus de péché, mais de psychologie, de la peur de la honte comme mécanisme de défense naturelle. Au même moment, les premières preuves médicales sont apparues, affirmant clairement qu'il n'existait aucun signe d'innocence physiologique. Les magazines féminins français et russes ont publié des extraits de ces études. Cela a provoqué une vague d'indignation. Les prêtres ont déclaré que la science avait envahi le secret de l'âme. Mais le fait était désormais indéniable. La médecine détruisait le fondement même du mythe. Les idéologues de la morale ont alors fait un geste désespéré. Ils ont commencé à promouvoir la thèse de la pureté spirituelle, essayant de remplacer la biologie par un symbole. Cependant, l'ancienne économie de la peur n'avait pas disparu. Elle avait simplement changé d'apparence. Peu à peu, vers le milieu de la deuxième décennie du XXe siècle, les premières affaires de contrainte à fournir des preuves ont commencé. Plusieurs tribunaux en Autriche-Hongrie ont reconnu que ces contrôles constituaient une violence morale. Mais ces décisions sont restées isolées. La plupart des fonctionnaires estimaient que cette intervention saperait les fondements du système. Dans les lettres des procureurs de l'époque, on trouve des phrases sur la nécessité de maintenir l'équilibre entre la miséricorde et l'ordre. Cet équilibre ne signifiait qu'une seule chose: le maintien du système. Néanmoins, le public ne pouvait plus faire semblant de ne rien savoir. Les scandales se multipliaient, les noms apparaissaient dans les journaux. Des documents cachés pendant des décennies étaient révélés au grand jour. La peur ne fonctionnait plus comme avant. Elle devenait un sujet d'étude, une citation dans les travaux universitaires, un sujet d'article.
les gens commençaient à comprendre que la véritable perte d'honneur n'était pas physique, mais sociale, légalisée par des documents. Mais chaque époque a sa propre façon de garder le silence. Alors que le monde approchait du seuil de la guerre mondiale, la société semblait avoir décidé d'oublier les anciennes hontes. Les boutiques et les ateliers fermaient. De nombreux artisans disparaissaient sans laisser de traces. Certains ont émigré, d'autres ont péri. Ceux qui sont restés se sont adaptés. Ils fabriquaient désormais des instruments chirurgicaux et des produits d'hygiène. La même colle, les mêmes moules, mais sans le sang. L'histoire a changé d'enseigne, mais le contenu est resté le même. Le pouvoir sur le corps a été conservé sous forme de papier, d'empreintes et de peur de la honte. Après la guerre, l'Europe était en ruine, non seulement sur le plan architectural, mais aussi sur le plan moral. Des millions de femmes sont revenues des usines, des hôpitaux et des évacuations. Célibataires, indépendantes, fatiguées. Les anciennes normes ne cadraient plus avec la nouvelle réalité. Mais le système de contrôle n'a pas disparu. Il a simplement changé de forme. Si auparavant, l'honneur se mesurait à l'aide d'un signe imaginaire sur le corps, il était désormais attesté par un bout de papier délivré par la clinique. La bureaucratie médicale a repris l'ancien mécanisme en y ajoutant une touche de modernité. Dans les États d'après-guerre, où la morale publique avait besoin d'un soutien, les médecins sont devenus les nouveaux prêtres et les tests de laboratoire, les nouveaux rituels de contrôle. Dans les années 1920, les concepts de expertise morale et hygiénique et de certificat de bonne conduite sont apparus dans les circulaires officielles. Une femme entrant en service, en particulier dans les écoles ou les établissements médicaux, devait fournir un certificat de santé et de moralité. Ce document était signé par un médecin et un inspecteur de police. Les signatures avaient un coût. Dans certains pays d'Europe de l'Est, il existait des tarifs secrets allant de quelques zlotys à 1 mois de salaire. Une moitié de la société réclamait des réformes, l'autre tirait profit de la peur. Les cercles féministes, issus des associations caritatives d'avant-guerre, ont lancé une campagne contre les examens honteux. Ils ont recueilli les témoignages de femmes ayant subi ces contrôles humiliants et les ont publiés sous des pseudonymes. Les journaux, craignant la censure, publiaient ces histoires dans des rubriques intitulées « Lettres de lectrices ». Elles formaient une chronique froide de l'humiliation, examen d'aptitude au mariage, examen obligatoire avant le mariage, nouvel examen après un traumatisme. Des mots secs, mais derrière eux se cachent des milliers de destins brisés. Les médecins qui participaient aux commissions se justifiaient en disant qu'ils agissaient selon les instructions. Ces instructions étaient rédigées par ceux qui craignaient de perdre leur pouvoir sur la morale. Pendant ce temps, des changements s'opéraient déjà en Occident. Inspirés par de nouvelles données anatomiques,
des médecins français publièrent des rapports réfutant complètement l'existence de signes naturels. Les journaux anglais les citaient avec des commentaires prudents. L'Église catholique répondit par des encycliques sur la pureté spirituelle supérieure. Le sens restait le même. Le contrôle, mais traduit dans le langage de la foi. La démystification scientifique du mythe ne l'a pas détruit, mais a seulement obligé à chercher de nouvelles justifications. En 1923, le premier congrès international sur l'hygiène féminine s'est tenu à Vienne, où des questions de médecine matrimoniale ont été discutées. Parmi les rapports, il y en avait un qui prouvait que les opérations de restauration de la virginité étaient devenues un service légal dans les cliniques privées. Les chirurgiens l'appelaient « petite chirurgie plastique ». Officiellement, il s'agissait d'une aide médicale après un traumatisme. Mais en réalité, c'était le même produit, désormais avec une licence et une facture. L'ancien atelier du XVIIIe siècle s'est transformé en salle d'opération stérile. La peur est redevenue un commerce. Mais cette fois-ci, elle était dissimulée sous une blouse blanche. Dans les journaux de l'entre-deux-guerres, on trouve des annonces publicitaires sur la restauration de la santé féminine. Les formulations ne différaient de guère de celles des annonces du siècle précédent. Discret, fiable, avec une garantie de naturel. Les photos de médecins à lunettes ont remplacé celles d'artisans. Les brochures étaient imprimées sur du papier coûteux et utilisaient des termes médicaux tels que régénération des tissus ou restauration de l'élasticité. Les clientes ne se cachaient plus, elles s'adressaient à des spécialistes. L'illusion était devenue une procédure. Les réformateurs ont tenté d'obtenir l'interdiction légale de telles pratiques, mais se sont heurtés à un paradoxe juridique. Si l'opération était considérée comme médicale, il était impossible d'intervenir. Si elle était reconnue comme esthétique, il n'était pas nécessaire de la réglementer. Le parquet a baissé les bras. Les rapports de police faisaient état d'une augmentation du nombre de cliniques clandestines où les opérations étaient pratiquées sans anesthésie ni stérilisation. Les morgues municipales recevaient les corps de jeunes femmes décédées d'une infection sanguine. Mais les certificats de décès indiquaient insuffisance cardiaque. Les statistiques ne reflétaient pas l'horreur, seulement son ampleur. Parallèlement au secteur médical, l'industrie de l'assurance morale se développait. Dans certains pays, les compagnies d'assurance proposaient des polices couvrant les dommages à la réputation. Pour une certaine somme, le client recevait la promesse qu'en cas de conflit familial, on lui fournirait un avocat et des documents compromettants contre l'autre partie. Ainsi, le mythe de l'honneur s'est définitivement transformé en instrument financier. Le mariage, comme auparavant, est devenu une transaction, mais désormais, la peur du déshonneur était évaluée selon un tarif. Au cours de ces mêmes années,
les idées de la psychanalyse se sont largement répandues. Les scientifiques écrivaient sur le complexe de honte, la violence éducative, la culpabilité sans crime. Mais ces mots ne parvenaient pas jusqu'à la province, où les anciennes formes de contrôle continuaient d'exister. Dans les villages d'Europe de l'Est, on pratiquait encore des rites de preuve. Les jeunes filles étaient obligées d'apporter des certificats des hôpitaux régionaux. Et les archives ecclésiastiques conservaient des registres portant la mention « vérifié ». Les prêtres invoquaient la tradition. L'État fermait les yeux. L'ordre semblait plus important que la vérité. Pendant ce temps, les mouvements féministes tentaient de documenter ce qui se passait. À Varsovie, Bucarest et Prague, des femmes journalistes recueillaient des témoignages anonymes et les transmettaient à des organisations internationales. De là, les textes étaient envoyés à Londres et à Genève, où ils étaient publiés sous forme de rapports sur les conditions sanitaires. C'est là qu'apparurent pour la première fois des photographies d'objets d'archives, de fines plaques noircies par le temps, accompagnées de la mention « pièce du 19e siècle ». Ces images eurent l'effet d'une bombe. Des personnes qui avaient grandi avec la conviction que l'honneur était une notion noble se trouvaient confrontées à la preuve physique de sa commercialisation. Les autorités ont réagi comme d'habitude, par le silence. Mais dans les universités, une nouvelle génération de médecins se préparait, pour qui ces artefacts n'étaient pas un symbole du péché, mais un fait historique. En 1929, à Paris, une étudiante en médecine a soutenu une thèse sur les conséquences sociales des rituels de chasteté. La commission a tenté d'empêcher la publication, mais des copies de la thèse ont été diffusées dans les bibliothèques. À partir de ce moment, le sujet a cessé d'être tabou. Il a commencé à être étudié comme un phénomène sociologique et non comme une parabole morale. Cependant, la destruction du mythe n'apporta pas de soulagement. Les anciens rituels furent remplacés par de nouvelles formes de contrôle, analyse, examen, test de normes physiques. La société a appris à mesurer la dignité autrement, mais le principe est resté le même. Le corps de la femme continuait d'être considéré comme un document. Le mécanisme de la peur a simplement changé d'outil. Au lieu d'un artisan armé d'un couteau, on a vu apparaître un médecin avec un microscope, au lieu d'un banc, une clinique, au lieu de rumeurs, des normes. C'est ainsi qu'une époque s'est terminée et qu'une autre a commencé. L'époque de la honte rationalisée. Quand on ne parlait plus de vertu, mais qu'on écrivait sur l'aptitude médicale. Quand la morale a été remplacée par la procédure, et la procédure par les instructions. Et pourtant, dans les caves des anciennes pharmacies, on trouvait encore des boîtes contenant des membranes jaunies. Les historiens les prenaient avec des gants et les rangeaient dans les vitrines des musées. Sous les étiquettes « pièces du 19e siècle », se cachait le souvenir d'une peur transformée en métier. Après la Seconde Guerre mondiale, le monde a commencé à parler des droits de l'homme, mais dans les archives privées,
les boîtes étiquetées pour sauver la réputation, continuaient à prendre la poussière. La révolution scientifique et l'éducation de masse ont changé le langage de la honte, mais pas sa structure. Les premières initiatives législatives visant à protéger la vie privée et l'intégrité physique sont apparues dans les années 1940. Elles concernaient les examens médicaux, les contrôles et les soi-disant examens de virginité. Officiellement, ces pratiques étaient interdites, car jugées contraires à l'éthique. Mais les formulations juridiques restaient vagues. Dans certains pays, les documents étaient détruits, dans d'autres, ils étaient archivés sous le cachet « confidentiel ». Aucun dirigeant n'a accepté de signer un acte où figuraient noir sur blanc les mots « falsification » de la vertu. Les années 50 ont apporté une nouvelle vague de réformes. L'éthique médicale a pour la première fois évoqué le consentement du patient. Les médecins ont commencé à souligner qu'aucun examen ne devait servir d'instrument d'évaluation sociale. Mais ces mêmes années ont également vu l'apparition de nouvelles technologies, tests, certificats, questionnaires standardisés. Le papier reprenait le pouvoir. Si auparavant, l'honneur était prouvé par un tissu, il était désormais vérifié par un formulaire imprimé. Tout employeur, unité militaire ou établissement d'enseignement pouvait exiger un certificat médical de bonne conduite. Le langage avait changé, mais la logique restait la même. Le contrôle sous prétexte de bienveillance. Dans les années 60 et 70, de véritables révélations ont commencé à voir le jour. Les historiens du féminisme ont découvert dans les fonds des musées des preuves matérielles de l'ancienne industrie. Anneaux de gélatine, moules en cère, instructions sur du papier français jauni. Les journaux ont publié des photos accompagnées de la légende « Relique de la honte ». Les réalisateurs de documentaires ont filmé des interviews de médecins qui, dans leur jeunesse, travaillaient dans des cliniques privées de restauration. Ils ont parlé du flux de patientes, des enveloppes contenant de l'argent, de la peur de faire la une d'un journal à scandale. Pour la première fois, la société a compris qu'il ne s'agissait pas d'exceptions isolées, mais d'une économie de la peur vieille d'un siècle. Les faits ont cessé d'être une honte pour devenir un sujet d'étude scientifique. Des recherches dans les archives ont révélé l'ampleur du phénomène. En Allemagne et en Pologne, des documents des commissions sanitaires municipales ont été retrouvés, dans lesquels figuraient des dizaines de fournisseurs dans les listes des produits contrôlés. En France, une vitrine entière contenant des échantillons de couronnes fabriqués à Paris dans les années 1880 a été transférée au Musée de la médecine. En Italie, les archivistes ont découvert des factures pour des membranes médicales pour les filles des orphelinats. Ces documents indiquaient que non seulement les commerçants, mais aussi les institutions publiques participaient au système. Chaque département de la morale avait sa propre caisse. Dans les années 1980,
le sujet a fait son apparition dans les manuels de sociologie. Le mythe est devenu histoire. Les scientifiques ont écrit sur la production sociale de la honte et la biopolitique de la réputation. Mais les rapports faisaient également état de chiffres réels. Dans certains pays du Moyen-Orient et d'Europe de l'Est, les contrôles se poursuivaient, mais sous d'autres noms. La formule médicale a remplacé le rituel religieux. La même peur de vivre en dehors de la norme a nourri de nouveaux secteurs. Tests psychologiques, programmes de contrôle comportemental, publicité pour des services de réadaptation. L'humanité a changé d'outil, mais pas de ton. Soyez conformes, sinon vous serez rejetés. Au début des années 90, le premier rapport officiel sur la médicalisation de l'honneur a été publié en Europe. Il mentionnait les documents du dossier de Vladislav, un journaliste dont l'enquête avait été censurée il y a 100 ans. Les chercheurs ont qualifié son travail de première autopsie sociale de la honte. Son nom a été réintégré dans les manuels scolaires et son manuscrit a été publié sous forme de fac-similé. Sur la page de titre figurait sa phrase « Si l'honneur se vend, c'est qu'il est déjà mort ». Cette phrase est devenue une inscription commémorative au Musée de la médecine sociale de Varsovie. Aujourd'hui, seuls les chercheurs et quelques rares journalistes se souviennent de cette industrie. Dans les vitrines des musées, des membranes jaunies côtoient des encriers, des tampons et des registres paroissiaux. Les guides parlent du commerce de la honte et les écoliers regardent avec incrédulité. Il est difficile de croire que tout cela était la norme. Mais les archives nous rappellent que chaque époque invente ses propres moyens de mesurer les comportements. La forme change, le sens reste. Le marché de la honte passe simplement d'une enveloppe à une autre. Et pourtant, il reste quelque chose d'important. La mémoire documentaire. Elle ne demande pas de compassion et ne cherche pas de coupable. Elle constate un fait. Au cœur du monde civilisé, il existait depuis des siècles une industrie qui vendait des mensonges sous le couvert de la bonté. Artisans, médecins, fonctionnaires, prêtres, tous ont construit une pyramide sur la peur de la rumeur. Et tant que la peur de la honte sera plus forte que la justice, cette pyramide renaîtra toujours dans de nouveaux bureaux, dans des questionnaires, dans des applications informatiques. Seulement, désormais, son produit ne s'appelle plus couronne de chasteté, mais certificat de confiance, indice de fiabilité ou classement de réputation. Le prix est le même, la peur d'être un étranger. Et si l'on essaie d'entendre à travers le temps la voix discrète de ceux qui ont cousu, acheté et caché ces signes artificiels, elle ne demande pas d'excuses. Elle dit seulement que la honte est le produit le plus durable de l'histoire. Elle n'est pas créée par des artisans ni détruite par des réformes. Elle change seulement d'emballage. Et chaque fois que la société recommence à chercher des preuves extérieures de la vertu intérieure, l'ancienne usine du mensonge sort de l'ombre, avec de nouvelles formes, mais avec la même empreinte sur la conscience.